Le silence. C'était la première chose que j'ai enregistrée, un silence écrasant qui enveloppait tout. Mes paupières étaient lourdes, collées par un voile que je n'arrivais pas à percer. Une douleur sourde palpitait dans ma gorge, irradiant jusqu'à mes côtes, et chaque souffle me tirait un gémissement. Où étais-je? J'ai tenté de bouger, et une explosion de douleur a parcouru mon corps, me clouant au matelas douillet. Un matelas, ce n'était pas le mien. Non, mon matelas, celui de notre petit appartement des Rosiers, était fin, usé. Il sentait l'humidité et la poussière des vieux immeubles. Et Sophie, mon Dieu, Sophie! Mon cœur s'est emballé, une panique glaciale m'a saisi, déchirant le brouillard de mon esprit. J'ai ouvert les yeux en grand, ma vision encore floue, mais assez pour discerner l'ampleur de la pièce. Immense. Des rideaux de soie, des meubles anciens qui scintillaient sous une lumière tamisée, des toiles de maître sur des murs d'un bordeaux profond. Non, ce n'était pas mon appartement. C'était... La vérité m'a frappé comme un coup de poing, coupant mon souffle. Le manoir, la maison des Leroy, sa maison. La pensée m'a glacé jusqu'aux os. Sophie. Je me suis redressé d'un bond, ignorant la douleur qui me tordait les entrailles. Mon regard a balayé la pièce comme un faucon. Et puis je l'ai vue. Levée près de moi dans l'immense lit, recroquevillé en petite boule, son ours en peluche élimé calé sous son menton. Elle dormait, en sécurité. Un soupir de soulagement m'a échappé, tremblant. J'ai effleuré ses cheveux doux, une cascade d'émotions me submergeant. Elle était là. Elle allait bien. Mon monde entier était là. Mais comment étions-nous arrivés ici? Les souvenirs ont afflué, désordonnés, fragmentés par la douleur et la peur. Pierre, ses mains autour de mon cou, le vacarme des meubles brisés, le cri de Sophie, et puis le noir. Et avant ça, l'appel de Sophie à ce numéro que je lui avais fait apprendre par cœur, son numéro, le numéro de Julien. Je savais que je devrais le revoir un jour. Je savais que ma fuite n'était qu'un sursis. 7 ans à me cacher dans les méandres de Lyon, puis Toulouse, Nice, 7 ans à enchaîner les boulots. Les petites boulots d'aide-soignante dans des cliniques discrètes, de serveuse dans des cafés où personne ne me remarquerait. Changer de nom, changer de ville, toujours bouger, ne jamais laisser de traces. Parce que sa protection était aussi sa prison, et que je refusais ça pour Sophie. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue. C'était dans ce bar glauque, le bateau ivre, près du vieux port, il y a si longtemps. Je servais des pintes à des marins bourrus et des hommes d'affaires louches, des ombres silencieuses. Et puis il est entré. Il s'asseyait toujours au même endroit, dans le coin le plus sombre, et personne n'osait l'approcher. Personne, sauf moi. J'ignore ce qui m'a poussé ce soir-là. Peut-être la fatigue, l'insolence de la jeunesse. Je me suis avancé, mon plateau à la main, et j'ai posé ma question. Vous êtes le monstre dont tout le monde a peur, c'est ça? Vous n'avez pas l'air si effrayant. J'aurais dû être viré, ou pire. Mais il a ri, un rire grave, presque oublié, qui a fait vibrer les verres sur le comptoir. Et à partir de ce soir-là, il n'était plus le roi de l'ombre pour moi. Il était mon monstre à moi. 6 mois de passion intense, secrète, volée. J'avais presque oublié qui il était, le monde qu'il dirigeait. Je m'étais perdu dans ses bras, dans ses mots doux qui contredisaient l'homme qu'il prétendait être. Je savais qu'il voulait que je reste, que je vienne vivre avec lui, qu'il avait même acheté une bague. Je l'ai senti une fois, caché dans son tiroir. Mais je savais aussi ce que ça impliquait. Le danger, les ennemis, la vie qu'il avait, celle que je fuyais. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, la peur m'a tétanisé. Pas la peur d'être mère. Non, ça c'était une joie inattendue, un miracle. Mais la peur de ce que cette vie, sa vie,
signifierait pour elle, pour Sophie. Ses ennemis ne voulaient pas juste sa mort, ils voulaient détruire tout ce qu'il aimait. J'avais vu les dégâts, entendu les histoires, les noms murmurés des familles décimées par vengeance. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas l'élever dans une cage dorée à attendre le jour où elle servirait de monnaie d'échange. J'ai préféré la pauvreté, l'anonymat, la solitude. Je suis parti sans un mot. C'était de la seule manière de le faire, je crois. Si je lui avais dit pour Sophie, il ne m'aurait jamais laissé partir. Il m'aurait enfermé ici, dans ce manoir qu'il appelait protection, et notre fille aurait grandi à l'ombre des fusils, des bombes, des funérailles. J'ai dû le faire. Même si ça me déchirait le cœur, après 7 ans d'errance, je suis revenu à Marseille. Ma mère était malade, un cancer qui la rongeait. Je ne pouvais pas la laisser partir sans qu'elle voie sa petite fille. Elle est décédée 3 mois plus tard. Sophie était à l'école. Elle avait des amis pour la première fois. Une chambre bien à elle. J'ai essayé de construire une vie normale pour elle, même si c'était dans cet appartement miteux. Et puis Pierre l'a trouvée. Il y a 8 mois. Je ne l'avais jamais vu à l'époque de Julien. Il était de son bras droit, mais invisible à mes yeux. Il a commencé à nous suivre, à me laisser des messages. Et la nuit dernière, un clic. La porte s'est ouverte et Julien est apparu dans l'encadrement. Il portait un pull sombre, un pantalon gris, étrangement décontracté pour lui. Dans ses mains, un plateau en argent avec du thé, des toasts et une petite fiole de pilule. Nos regards se sont croisés. Un long, trop long silence. Il était là, l'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais fui, l'homme que j'avais passé 7 ans à éviter. Il semblait plus âgé, plus dur. Des lignes plus profondes autour de ses yeux, une froideur dans son regard que je ne lui connaissais pas avant. Je l'avais blessé, je l'avais rendu ainsi. Julien, ma voix était rauque, écorchée. Je peux tout expliquer. Il est passé devant moi sans un mot, déposant le plateau sur la table de chevet. Ses gestes étaient précis, contrôlés. Il n'a pas regardé Sophie, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper en passant près d'elle. Expliquer? Le mot est tombé, lourd comme une pierre. Expliquer comment tu m'as caché ma fille pendant 6 ans? Comment tu m'as laissé te chercher comme un fou pendant 2 ans pendant que tu portais mon enfant? Expliquer comment tu as choisi de l'élever dans un appartement infesté de rats plutôt que de venir à moi. Chaque phrase était une lame, et je les sentais toutes. Mais je n'ai banquilier. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai affronté son regard, refusant de détourner les yeux. Pour la protéger. La protéger? Un muscle a tressauté dans sa mâchoire. Elle s'était cachée dans un placard pendant qu'un homme essayait de te tuer. C'est ça ton idée de protection? Cet homme nous a trouvés à cause de toi. Ma voix s'est élevée malgré la douleur. Pierre était ton ennemi. C'est ton monde qui l'a mené à notre porte. Mon monde? Julien s'est rapproché, sa présence emplissant la pièce. Tu ne m'as pas laissé la chance de vous protéger tous les deux. Tu as fait ce choix seul, parce que je savais que tu ne me laisserais pas partir. Un silence assourdissant s'est écrasé entre nous. Sophie a bougé dans son sommeil, mais ne s'est pas réveillée. Les yeux de Julien ont cligné vers sa fille, puis sont revenus vers moi. Quand il a reparlé, sa voix était plus calme, mais pas moins tranchante. La protéger de qui, Marie? De son propre père? Il s'est penché, et je pouvais sentir l'odeur de la pluie, du cèdre, et quelque chose de plus sombre encore. Je me suis laissé glisser sur le bord du lit, chaque mouvement un supplice. Julien est resté debout, les bras croisés, un mur de pierre et de silence. Derrière eux, Sophie dormait toujours, inconsciente de la tempête qui grondait entre ses parents. « Tu veux la vérité? » j'ai dit doucement. « Très bien, je vais tout te dire. » J'ai pris une inspiration tremblante. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifié. Pas d'être mère, mais de ce que la vie de ton enfant signifierait pour elle. Tu es l'homme le plus puissant de l'envers du monde marseillais, Julien. Tes ennemis ne veulent seulement ta mort.
Ils veulent détruire tout ce que tu aimes. Je l'avais vu, Julien. J'avais vu ce qui était arrivé aux Moretti quand leur fils a été enlevé. J'avais entendu les histoires sur la famille Castellano. Ma voix s'est brisée. Je ne pouvais pas la laisser vivre ça. Je ne pouvais pas élever une enfant qui aurait besoin de garde du corps à ses fêtes anniversaires, qui apprendrait à vérifier sous la voiture les bombes avant d'aller à l'école, qui grandirait entouré de sang, de balles et d'enterrements. Alors tu as fui. La voix de Julien était plate, sans un mot, parce que tu m'aurais arrêté. Mes yeux ont lancé une lueur de vieille douleur. Si je t'avais dit que j'étais enceinte, tu ne m'aurais jamais laissé partir. Tu m'aurais enfermé dans ce manoir et appelé ça protection. Et notre fille aurait grandi dans une cage dorée, attendant de mon aïe. M'attendant là, le jour où quelqu'un l'utiliserait pour te blesser. Julien n'a rien dit, car je savais qu'il savait que j'avais raison. J'ai changé de nom, j'ai poursuivi. Changé de ville chaque année, Lyon, Toulouse, Nice. Je faisais des doubles services dans les cliniques et les cafés. Je ne restais jamais assez longtemps quelque part pour me faire des amis ou laisser des traces. J'ai jeté un coup d'œil à Sophie, mon expression s'adoucissant. Il y a 2 ans, je suis revenu à Marseille. Ma mère était mourante, un cancer. Elle n'avait même jamais rencontré sa petite fille, et je ne pouvais pas la laisser mourir sans voir Sophie. Une larme a glissé sur ma joue. Elle est partie 3 mois plus tard, et à ce moment-là, Sophie était inscrite à l'école ici. Elle avait des amis pour la première fois de sa vie, une chambre à elle. Je ne pouvais pas lui enlever ça, alors nous sommes restés. Et Pierre t'a trouvé? Oui. Ma mâchoire s'est serrée. Il est apparu à mon travail il y a 8 mois, a dit qu'il me reconnaissait. Je ne savais pas qui il était au début. Je ne l'avais jamais rencontré quand nous étions ensemble. Mais il savait tout. Il a commencé à nous suivre, à se montrer à l'appartement, à laisser des messages. Mes mains se sont crispées sur mes genoux. La nuit dernière, il a craqué. Le silence a empli la pièce. Julien a marché jusqu'à la fenêtre, me tournant le dos. La pluie avait cédé la place à la lumière grise du matin, projetant de longues ombres sur le sol. Je t'ai cherché pendant 2 ans. Sa voix était basse, rocailleuse. 2 ans de rien. Aucune piste, aucune réponse, juste le silence. Je ne savais pas si tu étais vivante ou morte. Je ne savais pas si tu étais partie parce que tu ne m'aimais plus ou parce que quelqu'un t'avait enlevé. Il s'est tourné vers moi. As-tu la moindre idée de ce que ça m'a fait? Je me suis levé lentement, ignorant la douleur. J'ai traversé la distance qui nous séparait et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 7 ans. J'ai touché sa main. Je suis désolé pour la douleur que je t'ai causée. Ma voix était à peine un murmure. Mais regarde là, Julien. Regarde notre fille. Il a jeté un coup d'œil à Sophie, qui dormait encore paisiblement. Elle a grandi en sécurité, heureuse. Elle n'a jamais connu la peur. Pas avant hier soir. Elle est gentille et courageuse et pleine de lumière. Mes doigts se sont resserrés autour des siens. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne peux pas. Une petite voix a brisé la tension. Maman. Julien et moi nous sommes tournés simultanément. Sophie était assise dans le lit, frottant ses yeux de ses petits poings, son ours en peluche toujours serré contre sa poitrine. Maman, j'ai faim. Je me suis précipité vers ma fille, la serrant doucement. Je suis là, mon cœur. Je suis juste là. Sophie a passé ses bras autour de mon cou, puis a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers Julien. Monsieur le monstre, vous avez quelque chose à manger? Maman fait toujours des crêpes le samedi, mais je ne crois pas qu'elle puisse cuisiner aujourd'hui. Julien est resté immobile. En toutes ces années commandant la peur et le respect, personne ne l'avait jamais interpellé aussi familièrement. Personne ne lui donnait de surnom. Personne ne lui demandait des crêpes. Il s'est raclé la gorge. Claudine peut préparer quelque chose. Qui est Claudine? Sophie a demandé, glissant du lit. Elle y habite dans le château, elle aussi? Ce n'est pas un château, Julien a dit automatiquement. Ça en a l'air.
Sophie a marché jusqu'à la fenêtre et a pressé son nez contre la vitre. Il y a même des tours. Vous avez un donjon? Les châteaux dans mes livres ont toujours des donjons. J'ai rencontré les yeux de Julien par-dessus la tête de Sophie. Quelque chose a vacillé entre nous. Pas tout à fait de la chaleur, mais une trêve temporaire. Mange d'abord, j'ai dit. On pourra explorer plus tard. La salle à manger était caverneuse. Une table en acajou s'étendait sur près de 6 mètres, entourée de chaises à dossier hauts qui pouvaient accueillir une petite armée. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés. Des portraits à l'huile d'ancêtre au visage sévère ornaient les murs. Les yeux de Sophie sont devenus aussi grands que des assiettes. « C'est ici que vous mangez? » Elle est montée sur une chaise qui la dépassait de la tête aux pieds. Toute seule, Julien s'est assis au bout de la table où il avait mangé seul pendant plus d'une décennie. Oui, c'est triste. Sophie l'a dit d'un ton neutre, sans jugement. Manger seul, c'est ennuyeux. À la maison, maman et moi, on mange toujours ensemble, même quand elle est très fatiguée du travail. Claudine est entrée avec un plateau de nourriture, des œufs brouillés, du pain grillé, des fruits frais et du jus d'orange. Ah oui, elle a déposé une assiette devant Sophie, ses yeux doux d'une manière que Julien n'avait jamais vue. « Merci. » Sophie a rayonné. « Comment vous vous appelez? »« Claudine. »« C'est joli. Vous cuisinez toute la nourriture ici? »« Vous habitez dans un château? Vous aussi? »« Il y a d'autres gens. Vous avez des animaux de compagnie? » Claudine a ri, vraiment ri, un son qui n'avait pas résonné dans ses murs depuis des années. « Tant de questions, petite. Mange d'abord et puis je répondrai. » Je me suis assise à côté de Sophie, mangeant peu mais observant tout. Mes yeux continuaient de se poser sur Julien, l'étudiant, tandis qu'il se débattait dans cette étrange nouvelle réalité. Il ne savait pas comment parler à une enfant. Il ne savait pas où poser ses mains ni comment adoucir sa voix. Il répondait aux questions interminables de Sophie par des réponses courtes et maladroites. « Vous avez une piscine? »« Oui. »« Je peux nager dedans si maman me laisse faire. »« Si ta mère est d'accord. »« Vous êtes un roi. Maman a dit que vous étiez très puissant. »« Pas un roi, juste un homme d'affaires. » De l'embrasure de la porte, Claudine a observé, les larmes menaçant de couler. En 30 ans, elle n'avait jamais vu Julien Leroy avoir l'air aussi perdu. C'était beau. Puis Sophie a posé sa fourchette, a regardé Julien droit dans les yeux avec ses yeux gris et a demandé « Monsieur le monstre, vous êtes mon papa? » Le silence est tombé dans la pièce. Maman ne m'a jamais dit, Sophie a continué, mais j'ai deviné. On a les mêmes yeux et vous êtes venu nous sauver, juste comme elle a dit que vous le feriez. Le silence a avalé la pièce. Claudine est restée figée dans l'embrasure, la main pressée contre sa poitrine. Mon visage était devenu pâle, mes yeux allant de Sophie à Julien comme un animal piégé cherchant à s'échapper. Et Julien, l'homme qui avait affronté des assassins, des rivaux et la mort elle-même sans ciller, est resté paralysé par la question d'une enfant de 6 ans. Sophie a attendu patiemment, sa fourchette toujours à la main, ses yeux gris fixés sur son visage. « Monsieur le monstre ?» J'ai ouvert la bouche pour intervenir, pour détourner la conversation, pour protéger ma fille d'une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Mais Julien a levé légèrement la main, un geste si infime que seul moi l'aurais remarqué. « Laisse-moi faire. » Il a regardé Sophie, vraiment regardé. Elle méritait mieux que des mensonges. Elle méritait mieux qu'une vie d'incertitude. Elle avait appelé un inconnu au milieu de la nuit pour sauver sa mère. Et elle s'était cachée dans un placard et avait mémorisé une adresse et était restée calme, là où des adultes auraient craqué. Elle était plus courageuse que quiconque j'avais jamais rencontré. Et elle était à lui. Oui. Le mot est sorti, rauque, inconnu. « Je suis ton père. » Sophie a cligné des yeux. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié ni s'est jetée dans ses bras comme les enfants dans les films. Au lieu de cela, elle a hoché la tête lentement, comme pour confirmer quelque chose qu'elle avait toujours su.
Je le savais. Elle a posé soigneusement sa fourchette. Vous avez les mêmes yeux que moi. Et maman était toujours triste quand je posais des questions sur mon papa. Elle regardait mes yeux et commençait à pleurer. J'ai laissé échapper un petit son, mi-sanglot, mi-rire. Alors, pourquoi vous ne viviez pas avec nous? Sophie a incliné la tête. Vous ne vouliez pas être mon papa? La question a planté un couteau dans la poitrine de Julien. Sophie, j'ai dit doucement, attirant ma fille près de moi. Ce n'est pas comme ça. Ton papa ne savait pas que tu existais. Je suis parti avant ta naissance. Pourquoi? J'ai pris une profonde inspiration, parce que papa a un travail très dangereux, et j'avais peur que de méchantes personnes essaient de te faire du mal pour l'atteindre. Alors, je me suis enfui pour te protéger. Sophie a réfléchi à cela avec la gravité d'une philosophe. Comme le méchant monsieur d'hier soir? Oui, comme lui. Mais papa est venu nous sauver. Sophie a regardé Julien à nouveau. Il est venu quand j'ai appelé, juste comme tu as dit qu'il le ferait. Je n'avais pas de réponse à cela. Sophie a glissé de sa chaise et a contourné la table pour se tenir devant Julien. Elle était si petite, atteignant à peine sa poitrine même assis. Elle l'a regardé avec ses yeux gris familiers. « Vous voulez être mon papa maintenant? » La gorge de Julien s'est serrée autour de quelque chose de pointu. « Oui. » Le mot s'est échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Alors vous pouvez rester avec nous? » Sophie a demandé. « On peut être une famille. » Il m'a regardé par-dessus la tête de Sophie. Je l'observais avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Peur et espoir et quelque chose d'autre, tout emmêlé. « Je ne sais pas, » il a dit honnêtement. « Ce n'est pas seulement ma décision. » Sophie s'est tournée vers moi. « Maman ?» Je me suis agenouillé à côté de ma fille, lissant ses cheveux de doigts tremblants. C'était compliqué, mon cœur. Papa et moi devons parler de beaucoup de choses d'abord. Mais tu l'aimes toujours. Sophie le dit comme un fait. Je peux le voir. Et il t'aime toujours. Sinon, pourquoi serait-il venu nous sauver? Aucun adulte n'avait de réponse. Sophie a soupiré, un son bien trop vieux pour ses 6 ans. Les adultes rendent tout compliqué. Elle laisse retourner à sa chaise, est montée et a repris son petit déjeuner comme si elle n'avait pas juste déchiré le tissu de nos vies. Claudine s'est excusée discrètement, s'essuyant les yeux. Je me suis levé lentement, mon regard croisant celui de Julien à travers la table. Nous devons parler, j'ai dit doucement. En privé, ce soir. Le bureau était froid malgré le feu qui crépitait dans l'âtre. Julien était debout près de la fenêtre, nous observant, Sophie et moi, dans le jardin en contrebas. Claudine les avait emmenés prendre l'air. Sophie poursuivait les papillons tandis que j'étais assise sur un banc de pierre. Mes yeux ne quittaient jamais ma fille. Ma fille. Les mots me semblaient encore étranges. Henri est entré, refermant la lourde porte en chêne derrière lui. Son visage était sombre. Un rapport, a dit Julien sans se retourner. Pierre est réveillé, on l'a au sous-sol. Henri a fait une pause. Il parle, mais vous n'allez pas aimer ce qu'il a à dire. Julien s'est finalement retourné. Dis-moi. Il ne travaille pas seul. Quand vous l'avez exilé il y a 3 ans, il n'a pas juste disparu. Il a monté sa propre équipe. Petite mais loyale. Environ 15 hommes, peut-être plus. Il menait des opérations dans le sud de la ville, restant sous notre radar. La mâchoire de Julien s'est serrée. Il y a 3 ans, Pierre Lefebvre avait été comme un frère pour lui. Ils avaient grandi ensemble dans l'organisation, gravi les échelons côte à côte. Quand Julien avait pris la relève après la mort de son père, Pierre était devenu son bras droit. Puis la trahison, l'argent détourné, les accords parallèles, la construction d'alliances dans le dos de Julien. Confronté, Pierre avait supplié d'avoir pitié, invoqué leur histoire, leur fraternité, leurs années de loyauté. Contre son meilleur jugement, Julien l'avait laissé vivre. L'exil au lieu de l'exécution, un avertissement au lieu d'une balle. La miséricorde est une faiblesse, son père lui avait toujours dit. Et la faiblesse vous tue. Il aurait dû l'écouter. Il y a plus. Henri a continué. Pierre n'a pas trouvé Marie par hasard. Il la traque depuis presque 2 ans.
Il savait exactement qui elle était. Votre ancienne petite amie, celle qui a disparu. Il l'a observée, suivie, appris ses routines. Pourquoi? Il a compris quelle était votre faiblesse. La voix d'Henri était lourde. Le plan était de l'utiliser, elle et l'enfant, pour vous atteindre, comme levier ou comme appât. Il voulait détruire tout ce à quoi vous teniez avant de vous mettre une balle dans la tête. Les mains de Julien se sont serrées en poing. Il a parlé d'elle à son équipe, a ajouté Henri. Assignent tous, et certains d'entre eux sont toujours dehors. Le feu crépitait. Dehors, le rire de Sophie a flotté à travers la fenêtre. Doublez la sécurité, Julien a ordonné. Personne n'entre ni ne sort sans mon approbation. Je veux que chaque membre de l'équipe de Pierre soit identifié et localisé dans les 48 heures. C'est déjà en cours. Henri a hésité. Chef, ils ne s'arrêteront pas. Même avec Pierre enfermé, ces hommes viendront pour elle, pour les deux. Tant qu'elles seront liées à vous, elles seront des cibles. Alors j'éliminerai chacun d'entre eux. Et après ça, il y aura toujours des ennemis. Toujours quelqu'un qui voudra vous blesser à travers les gens que vous aimez. Julien n'a pas répondu parce qu'Henri avait raison. Son téléphone a vibré. Un numéro inconnu, il a répondu. Pas de voix, juste un message texte apparaissant sur l'écran. Tu les as sauvés hier soir, mais tu ne pourras pas les garder pour toujours, le Roy. Dors d'un œil. Julien a fixé les mots en bas. Sophie avait attrapé un papillon. Elle le montrait à Marie, son visage rayonnant de joie, complètement inconsciente des ombres qui se rassemblaient autour d'elle. Il les avait ramenées dans son monde. Maintenant, ce monde venait les chercher. C'était la chose la plus absurde que j'avais jamais entendue, qu'il ait cherché pendant 2 ans. Vraiment, ce roi de l'ombre, qui semblait n'avoir que des chiffres et du pouvoir dans la tête, avait-il vraiment arpenté Marseille pour me trouver, moi, la simple serveuse que j'étais? J'avais du mal à y croire. Après tout, les gens comme lui avaient toujours des femmes magnifiques, des modèles, des actrices, des créatures de rêve qui flottaient dans des robes coûteuses. Moi, je n'étais qu'une femme avec des rêves un peu trop grands et des convictions bien trop fortes pour son univers. Mais d'un autre côté, je l'avais vu, le désespoir dans ses yeux ce matin-là. La façon dont il avait parlé du monstre qu'il était devenu. Il était si convaincu que c'était ma faute, mon départ qui l'avait brisé. Est-ce que les monstres pleurent? J'avais envie de lui demander. Est-ce qu'ils ressentent la douleur de l'abandon? Ce n'est pas l'image que j'en avais. Mais la réalité était toujours plus désordonnée que les mythes. Toujours. Et nos vies, oh là là, elles étaient le summum du désordre. C'était épuisant. Mais peut-être que l'espoir, si fragile soit-il, était aussi dans ce désordre. Et vous, croyez-vous aux secondes chances pour les monstres? Le clair de lune se déversait à travers les hautes fenêtres du bureau. Julien était assis dans le fauteuil en cuir près du feu mourant, un verre de whisky intact à la main. Il avait fixé les flammes pendant des heures, les regardant se réduire en braise, son esprit tourmenté par des calculs qui n'avaient pas de solution. La porte a grincé. Je suis entré, toujours vêtu des vêtements que Claudine m'avait trouvés, un simple pull et un pantalon doux qui me faisaient paraître plus petite, plus jeune, plus comme la femme dont il se souvenait il y a 7 ans. Sophie dort, j'ai dit doucement. Claudine est avec elle. Julien a hoché la tête mais n'a pas parlé. J'ai traversé lentement la pièce et me suis assise sur le fauteuil en face de lui. Pendant un long moment, aucun de nous n'a brisé le silence. Tu voulais parler, a finalement dit Julien. Alors, parle. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai remonté mes genoux, les serrant dans mes bras. Nous avons perdu 7 ans. 7 ans de silence, de secrets et de vies différentes. C'était ton choix? Le mien. J'ai affronté son regard sans ciller, et je ne m'en excuserai pas, mais ça ne veut pas dire que je ne me demande pas ce qui aurait pu être. Julien a posé son verre. Après ton départ, je t'ai cherché pendant 2 ans, a-t-il dit, sa voix rocailleuse. Tous mes contacts, toutes les faveurs que l'on me devait, j'ai dépensé des millions pour te trouver.
Je pensais que peut-être quelqu'un t'avait enlevé. Peut-être que tu étais morte. Je ne dormais pas. Je mangeais à peine. Je perdais la tête. Mes yeux ont brillé. Et puis un jour, j'ai arrêté. Il a fixé des braises. Je me suis dit que tu avais choisi de partir, que tu ne voulais pas être trouvé, et j'ai enterré tout ce que je ressentais pour toi dans un endroit si profond que je pensais que ça ne pourrait jamais refaire surface. Julien, tu étais la dernière lumière de ma vie. Marie, sa voix s'est brisée, le premier signe d'émotion qu'il avait montré. Quand tu as disparu, je suis devenu le monstre que tout le monde croyait déjà que j'étais. Plus froid, plus dur, plus impitoyable. Parce que si je ne pouvais pas t'avoir, j'ai décidé de ne plus rien ressentir du tout. Les larmes ont coulé sur mes joues. Je ne savais pas, j'ai murmuré. Je ne savais pas ce que ça te ferait. Cela aurait-il changé quelque chose? Je suis restée silencieuse un long moment. Non, j'ai admis. J'aurais quand même fui pour Sophie. Julien a hoché la tête lentement. Il s'attendait à cette réponse. Tu es toujours le roi de la mafia, j'ai dit en m'essuyant les yeux. Ça n'a pas changé. Le danger, les ennemis, la violence, tout est toujours là. Je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec nous? Avec Sophie? Julien s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre, me tournant le dos. Je ne sais pas comment être un père, a-t-il dit doucement. Je ne sais pas comment être bon. J'ai passé toute ma vie à apprendre à être craint, pas aimé. Il s'est tourné vers moi. Mais je veux essayer. Pour elle. Pour toi. Sa voix a baissé. Si tu me laisses faire. Je me suis levé lentement. Peux-tu changer, Julien? Vraiment changer? Je me suis rapproché. Pas juste cacher qui tu es, mais réellement devenir quelqu'un de différent. Pour Sophie. Il a ouvert la bouche pour répondre. Mais avant qu'il ne puisse parler, un cri a percé le silence. Sophie. Nous avons couru toutes les deux dans le couloir, mon sec, et je parle. Elle a... nos cœurs battant à l'unisson. Julien a atteint la chambre le premier, ouvrant la porte en grand. Sophie était assise dans son lit, sanglotant, son petit corps tremblant violemment. Le méchant monsieur, il faisait encore du mal à maman. Il y avait du sang partout. Je me suis précipité vers le lit, serrant Sophie dans mes bras. C'est bon, mon cœur. Ce n'était qu'un rêve. Je suis là, juste là. Mais les yeux de Sophie ont trouvé Julien dans l'embrasure de la porte. Papa, elle a gémi, tendant une petite main. Il s'est figé. Papa, je l'ai regardé, les larmes aux yeux, et sans un mot, je me suis décalé, faisant de la place. Julien a traversé la pièce jusqu'au lit. Lentement, maladroitement, il s'est assis sur le bord. Sophie a immédiatement rampé sur ses genoux, enfouissant son visage contre sa poitrine, ses petites poings serrant sa chemise. « Ne laissez pas le méchant monsieur revenir, » elle a murmuré. « S'il vous plaît, papa. » Julien a regardé sa fille, cette petite fille fragile et courageuse qu'il avait traitée de monstre et lui avait fait confiance quand même. Ses bras l'ont enveloppé. « Jamais, a-t-il dit, je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. » Je me suis appuyé contre son épaule, ma main posée sur le dos de Sophie, et pour la première fois en 7 ans, nous étions d'une famille. Une semaine s'est écoulée comme un rêve. Le manoir Leroy, autrefois froid et silencieux comme un mausolée, a recommencé à respirer. Des rires ont résonné dans ses couloirs anciens. De petits pas ont résonné sur les sols de marbre. Et l'homme qui l'avait dirigé comme une forteresse s'est retrouvé à suivre une petite fille de 6 ans partout où elle voulait aller. Sophie a découvert la bibliothèque le 3e jour. 3 étages de livres s'étirant vers un plafond voûté. Des escaliers en colimaçon reliant les niveaux. Des fauteuils en cuir nichés dans des coins faits pour se perdre dans les histoires. Ses yeux étaient devenus si grands que Julien a cru qu'ils allaient lui engloutir le visage. « Vous avez 1 million de livres !» Elle a haleté. « Pas tout à fait 1 million. »« Vous pouvez m'en lire un, s'il vous plaît? Maman me lit toujours une histoire avant de dormir. »
Cette nuit-là, Julien le roi de l'ombre, l'homme qui faisait pleurer les chefs de crime, était assis sur le bord du lit de sa fille, lisant Cendrillon à voix haute. Sa voix trébuchait sur les mots au début, trop habituée aux ordres et aux menaces. Mais Sophie ne semblait pas s'en soucier. À la fin de la semaine, les histoires du soir étaient devenues un rituel. Puis vinrent les leçons d'échecs. Julien avait appris le jeu de son père à l'âge de 5 ans. Il s'attendait à ce que Sophie perde tout intérêt après les premières minutes. Les règles étaient complexes, la stratégie abstraite. Au lieu de cela, elle a étudié chaque pièce avec une concentration féroce. La reine est la plus forte, elle a annoncé. Comme maman. Et le roi? Julien a demandé. Sophie a réfléchi. Le roi est comme vous. Tout le monde veut l'attraper, alors il a besoin de beaucoup de gens pour le protéger. Julien ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Il lui a appris comment les cavaliers se déplaçaient, comment les pions pouvaient devenir des reines, comment anticiper 3 coups à l'avance. Elle perdait toutes les parties, mais ne se frustrait jamais. Elle étudiait simplement l'échiquier et recommençait. Le 5e jour, Sophie a présenté son chef-d'œuvre, un dessin au crayon de couleur sur du papier épais, légèrement froissé, manifestement précieux. Elle l'a tendu à Julien avec la solennité d'un chevalier présentant une épée à un roi. « C'est notre famille », elle a dit. 4 figures se tenaient devant ce qui était clairement le manoir. Une femme aux cheveux bruns, moi. Une petite fille aux cheveux noirs, Sophie elle-même. Un grand homme aux yeux gris, Julien. Et à côté d'eux, une femme aux cheveux argentés et un homme corpulent avec un sourire bienveillant. C'est Claudine, Sophie a pointé du doigt, et c'est Henri. Ils sont aussi de la famille, n'est-ce pas? Julien a regardé le dessin pendant un long moment. Oui, a-t-il dit finalement, ils le sont. Je voyais ces moments depuis les portes et à travers les pièces, mon cœur s'adoucissant malgré mes efforts. Le Julien que j'avais connu il y a 7 ans était dangereux, passionné, capable à la fois de tendresse et de violence. Mais ce Julien, ce père qui apprenait à être doux, était quelqu'un de nouveau. Claudine l'avait remarqué aussi. Je ne l'ai jamais vu comme ça, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous préparions le déjeuner. En 30 ans, jamais. Il rentrait à minuit, partait avant l'aube. Maintenant, il refuse les réunions à l'heure du dîner. Il annule des appels pour lire des histoires avant de dormir. Les yeux de Claudine se sont remplis de larmes. Vous et cette petite fille, vous avez réveillé quelque chose en lui. Quelque chose que je pensais mort depuis longtemps. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai erré dans le couloir vers la chambre de Sophie, ayant l'intention de la vérifier, mais je me suis arrêté net à ce que j'ai vu. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de Sophie, immobile, regardant sa fille dormir. Le clair de lune éclairait son visage, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur, pas la peur des ennemis ou de la mort. La peur d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose de précieux et était terrifié de le perdre. Il est resté là pendant près d'1 heure. Comme si, au moment où il détournerait le regard, elle pourrait disparaître pour toujours. À 5 kilomètres du manoir Leroy, une camionnette noire était cachée parmi les arbres. À l'intérieur, Pierre Lefebvre pressait ses jumelles contre ses yeux enflés, observant le domaine lointain à travers un interstice dans le feuillage. Son visage était une carte de bleu-violet et de coupure, souvenir des poings de Julien. Son bras gauche pendait dans une écharpe improvisée, le poignet brisé et mal remis, mais il était vivant et il était libre. L'évasion avait eu lieu 2 nuits auparavant. Ces hommes avaient pris en embuscade les gardes de l'entrepôt pendant un changement de corps. 3 morts, 2 blessés. Au moment où les hommes de Julien ont réalisé ce qui se passait, Pierre était déjà parti. « Chef, on devrait bouger. » Un de ces hommes a bougé nerveusement sur le siège du conducteur. « Leroy a des patrouilles partout. » « Pas encore. » Pierre a abaissé les jumelles. « Je veux les voir. » À travers les fenêtres lointaines du manoir, il pouvait distinguer des silhouettes en mouvement. Une femme aux cheveux bruns, une petite enfant courant dans une pièce, et parfois
Parfois la silhouette d'un homme qui avait jadis été son frère, Julien Leroy. Pierre l'avait aimé autrefois, l'avait admiré, serait mort pour lui. Puis Marie est arrivée. Il s'est souvenu de la première fois qu'il l'avait vue, cette nuit-là au bar il y a 7 ans. Elle était entrée vêtue d'une simple robe noire, ses cheveux dénoués autour de ses épaules, et Pierre avait senti son cœur s'arrêter. Il avait passé des semaines à trouver le courage de l'approcher. Mais Julien y était arrivé le premier. Bien sûr qu'il l'avait fait. Julien obtenait toujours tout. Le pouvoir, le respect, l'empire. Et maintenant la femme que Pierre avait voulu dès le moment où il l'avait vue. Il les a vus tomber amoureux de l'ombre. A vu Marie sourire à Julien comme elle ne souriait à personne d'autre. A vu son frère réclamer encore une chose qui aurait dû être la sienne. Quand Marie a disparu, Pierre s'était secrètement réjoui. Enfin, quelque chose que Julien ne pouvait pas avoir. Enfin, une blessure qui ne guérirait pas. Mais maintenant, elle était de retour, et elle avait donné à Julien quelque chose avec quoi Pierre ne pourrait jamais rivaliser. Une fille, une famille, une raison d'être humain à nouveau. Je vais tout te prendre, Pierre a pensé, ses doigts cassés se resserrant autour des jumelles. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu as construit, je vais le réduire en cendres et te faire regarder. De retour au manoir, l'atmosphère avait changé. Julien se tenait dans son bureau, téléphone à l'oreille, le visage sculpté dans la pierre. Henri venait de lui annoncer la nouvelle. Pierre était parti, ses gardes étaient morts et la piste s'était refroidie. Retrouvez-le, Julien a dit doucement. Utilisez toutes les ressources que nous avons. Il a raccroché et s'est retourné pour me trouver debout dans l'embrasure de la porte. Il y a un problème, j'ai dit. Ce n'était pas une question. Rien dont tu doives t'inquiéter. Non. Je suis entré dans la pièce, mes yeux vifs. Ne me traite pas comme si j'étais fragile. J'ai passé 7 ans à survivre seul. J'ai gagné le droit de savoir ce qui se passe. Julien a hésité. Son instinct était de me protéger de l'obscurité, de me protéger comme il avait échoué à le faire auparavant. Mais j'avais raison. Je n'étais pas fragile. Je n'avais jamais été fragile. Pierre s'est échappé. Il a admis. Il y a 2 nuits. Nous ne savons pas où il est. Mon visage est devenu pâle, mais je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré ni crié. J'ai simplement hoché la tête, traitant l'information. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai doublé la sécurité. Personne n'entre ni ne sort sans que je le sache. Toi et Sophie ne bougez pas sans protection. Et s'il parvient à s'introduire? Julien s'est approché de moi, prenant mes mains dans les siennes. Il ne le fera pas, mais s'il le fait, j'ai soutenu son regard. Je dois savoir, Julien. Je dois être préparé. Il l'a vu alors, l'acier sous ma douceur, la survivante qui avait gardé leur fille en sécurité pendant 6 ans par pure volonté. Je ne suis pas une poupée de verre, j'ai dit fermement. S'il y a un danger qui arrive pour ma fille, je dois savoir pour pouvoir la protéger. Julien ne voulait pas partir. Chaque instinct lui criait de rester, de nous garder à portée de main, Sophie et moi, jusqu'à ce que Pierre soit trouvé et enterré. Mais l'attaque contre son entrepôt dans la zone industrielle de Vitrolles ne pouvait pas être ignorée. 3 hommes morts, 250 000 de marchandises détruites et un message tagué sur le mur. Ce n'est que le début. C'est une diversion, a dit Henri alors qu'il passait en revue les images de surveillance. Il veut vous attirer. Je sais, Julien a fixé l'écran. Mais si je ne réponds pas, il pensera que je suis faible. Il va escalader. Alors laissez-moi m'en occuper. Vous restez ici? Non, Julien a secoué la tête. J'ai besoin de toi ici. Tu es le seul à qui je fais confiance pour les protéger. Henri a compris. Il était avec Julien depuis 20 ans, assez longtemps pour savoir quand les arguments étaient inutiles. Je les défendrai de ma vie. J'étais dans le hall alors que Julien se préparait à partir. Combien de temps? J'ai demandé doucement. Quelques heures, peut-être moins. Il m'a caressé le visage dans ses mains, un geste si tendre qu'il nous a surpris tous les deux. Henri sera là.
6 gardes sur le périmètre, 4 à l'intérieur. Le système de sécurité est à la pointe de la technologie. Je sais, j'ai forcé un sourire. Nous allons bien. Mais mes yeux trahissaient ma peur. Julien a embrassé mon front. Le premier baiser que nous partagions depuis son retour. Il était doux, bref, rempli de promesses tacites. Verrouille la porte de la chambre de Sophie ce soir, a-t-il dit, et garde ton téléphone près de toi. Puis il est parti. L'après-midi s'est écoulé lentement. J'ai essayé de m'occuper, d'empêcher mon esprit de s'emballer. Claudine, sentant mon anxiété, a suggéré de faire des biscuits avec Sophie. La recette de ma grand-mère, a dit Claudine, attachant un tablier autour de la taille de Sophie, aux pépites de chocolat avec un ingrédient secret. Quel est l'ingrédient secret? Sophie a demandé, debout sur un tabouret pour atteindre le comptoir. Si je te le disais, ce ne serait plus un secret. Sophie a gloussé, et pendant un instant, tout semblait normal. J'ai regardé ma fille casser des œufs et mesurer la farine, ses petites mains couvertes de chocolat. La cuisine s'est remplie de chaleur et de l'odeur de la pâte à biscuits. Dehors, des gardes patrouillaient le terrain. À l'intérieur, Henri vérifiait chaque fenêtre, chaque porte. Nous sommes en sécurité, me suis-je dit. Rien ne peut nous arriver ici. La nuit est tombée. Sophie s'est couchée tôt, épuisée par son aventure culinaire. J'étais assise dans la chambre d'amis, avec un livre sur lequel je ne pouvais pas me concentrer, écoutant chaque son, sursautant à chaque ombre. À 22h47, les lumières se sont éteintes. Mon cœur s'est arrêté. Le générateur de secours aurait dû se déclencher immédiatement. Il ne l'a pas fait. L'obscurité a avalé le manoir. Puis je l'ai entendu, des coups de feu, lointains au début, puis plus proches, des cris, des vitres brisées, d'autres coups de feu. J'ai couru vers la chambre de Sophie. Maman, Sophie était assise dans son lit, serrant son ours en peluche. Qu'est-ce qui se passe, c'est pas... Il faut qu'on parte, mon cœur, tout de suite. J'ai attrapé ma fille et me suis dirigé vers la porte, mais elle s'est ouverte en grand avant que je ne l'atteigne. Henri se tenait dans le couloir, son arme à la main, du sang coulant d'une entaille sur son front. Ils sont à l'intérieur, a-t-il dit, sa voix tendue par une panique contrôlée. Les hommes de pierre, au moins une douzaine. Quelqu'un a désactivé le système de sécurité de l'intérieur. Antoine. Je me suis souvenu du garde qui avait souri à Sophie plus tôt dans la journée, celui qui avait proposé de porter ses livres, celui dont les yeux s'étaient attardés un instant de trop. La chambre forte, a dit Henri. Claudine sait où elle est. Allez-y tout de suite, je vais les retenir. D'autres coups de feu, plus proches cette fois. Allez, a crié Henri. J'ai couru. Le manoir était devenu une zone de guerre. Je courais dans les couloirs sombres, Sophie serrée contre ma poitrine. Des coups de feu résonnaient de quelque part en bas. Henri tenant la ligne, nous gagnons du temps. Le bruit des vitres brisées et des hommes qui criaient se rapprochait à chaque battement de mon cœur. Maman, j'ai peur. La voix de Sophie était étouffée contre mon épaule. Je sais, mon cœur. Accroche-toi juste à moi. Claudine est apparue au bout du couloir, son visage pâle mais déterminé. En 30 ans au service de la famille Leroy, elle avait déjà vu de la violence, mais jamais comme ça. Jamais dans la maison elle-même. Par ici, Claudine a murmuré d'urgence. Rapidement, nous avons traversé un labyrinthe de couloirs que je n'avais jamais vu. Passage de service, porte cachée, chemin conçu précisément pour ce genre d'urgence. Claudine nous a menés au 2e étage, dans une pièce qui ressemblait à un placard de rangement. Mais derrière les étagères se trouvait une porte en acier. « La chambre forte », a dit Claudine, tapant un code sur le clavier caché. Seule la famille Leroy est au courant. Murs renforcés, alimentation en air séparée, système de communication. Vous serez en sécurité à l'intérieur. La porte s'est ouverte, révélant une petite pièce avec des fournitures d'urgence, un lit de camp et un téléphone mural. Entrez, toutes les deux. Claudine nous a poussés vers l'entrée.
J'ai posé Sophie à l'intérieur, puis je me suis retourné. Et vous? Je vais les éloigner. Ils ne connaissent pas cette pièce. Les yeux de Claudine se sont remplis de larmes. Protégez-la, Marie. Protégez cette petite fille. Avant que je ne puisse répondre, des pas ont tonné dans le couloir. Ils arrivent. Claudine a remis l'étagère en place, dissimulant la porte. Allez, je me suis retourné pour tirer la porte en acier, mais une main m'a attrapé le bras par derrière. J'ai été tiré en arrière dans le couloir, la porte se refermant entre Sophie et moi. « Maman !» Le cri de Sophie a percé l'acier. Je me suis retourné et me suis retrouvé face à face avec Pierre Lefebvre. Il était pire qu'avant, émacié, mal rasé, ses yeux brûlants d'une fièvre qui n'avait rien à voir avec la maladie. Un sourire cruel tordait son visage brisé. « Bonjour, Marie. » Sa prise sur mon bras s'est resserrée douloureusement. « Je t'ai manqué? » « Lâche-moi. » « Je ne crois pas. » Pierre m'a tiré près de lui, son souffle chaud contre mon visage. « J'ai attendu trop longtemps pour ça. Je t'ai regardé pendant 2 ans. 2 ans à te suivre, à apprendre tes routines, à mémoriser chaque détail de ta petite vie pathétique. » Mon sang s'est glacé. Je sais à quelle heure tu te réveilles, quel chemin tu prends pour aller au travail, quelle chanson tu chantes à ta fille la nuit. Sa voix a baissé en un murmure. J'étais là, Marie, toujours là, attendant le bon moment. Tu es fou. Peut-être. Pierre a ri, un rire brisé, creux. Mais je suis aussi l'homme que tu aurais dû choisir, il y a 7 ans, quand tu en avais l'occasion, avant que Julien ne pollue tout. Je ne t'ai jamais voulu. La gifle est venue vite et fort, me faisant tourner la tête. Du sang frais a empli ma bouche. Tu ne m'as jamais donné la chance. Pierre a crié. Tu m'as regardé comme si je n'étais rien, comme si j'étais invisible. Et puis tu t'es offerte à lui, à Julien, comme s'il était une sorte de Dieu. J'ai senti le goût du sang, mais je n'ai pas pleuré, n'ai pas supplié. Il vient te chercher, j'ai dit doucement. Et quand il sera là, tu vas regretter d'être resté dans ce sous-sol. Le visage de Pierre s'est tordu de rage. Il m'a attrapé par la gorge et a commencé à me traîner vers les escaliers. Nous verrons bien. Je me suis débattu, griffant, donnant des coups de pied mordants, mais Pierre était plus fort, sa folie lui donnant une force au-delà de son corps brisé. Alors qu'il me traînait devant le placard caché, j'ai crié de toutes mes forces. « Sophie, appelle papa! Appelle monsieur le monstre tout de suite! » Pierre m'a frappé à nouveau, me réduisant au silence. Mais derrière la porte en acier, dans l'obscurité de la chambre forte, une petite fille de 6 ans tendait déjà la main vers le téléphone. Ses mains tremblaient, des larmes coulaient sur son visage, mais elle se souvenait du numéro. Elle l'avait mémorisé. Juste comme maman lui avait appris, Sophie a appuyé sur les boutons un par un et a attendu que le monstre réponde. Julien se tenait au-dessus des corps des hommes de Pierre quand son téléphone a sonné. L'assaut de l'entrepôt avait été rapide et brutal. 6 hommes de l'équipe de Pierre gisaient morts ou mourants sur le sol en béton, mais Pierre lui-même n'était pas là. L'attaque avait été une diversion, comme Henri l'avait prédit. Une diversion de quoi? Le téléphone a vibré à nouveau. Julien a jeté un coup d'œil à l'écran. Chambre forte du manoir. Son sang s'est glacé. Il a répondu avant la 3e sonnerie. « Sophie? »« Papa. » Sa voix était petite, à peine un murmure, mais ferme d'une manière qui a déchiré son cœur. Ils sont venus. Des méchants messieurs. Beaucoup. La main de Julien s'est resserrée autour du téléphone jusqu'à ce que le plastique gémit. « Où est ta mère? Où est Marie? » Une pause, un souffle tremblant. Il l'a prise. Le méchant monsieur d'avant. Celui que vous avez blessé. La voix de Sophie a vacillé mais ne s'est pas brisée. Maman m'a dit de vous appeler. Elle a dit d'appeler monsieur le monstre. Le monde a chancelé sous les pieds de Julien. Pierre a Marie. Sa vision s'est rétrécie. Son pouls a rugi dans ses oreilles. Chaque instinct lui criait de détruire quelque chose, de déchirer la ville brique par brique jusqu'à ce qu'il les retrouve.
Mais alors Sophie a reparlé. Papa, vous êtes toujours là? Je suis là. Il a forcé les mots à travers des dents serrées. Je suis juste là, Sophie. Maman a dit que je devais être forte. Sa voix tremblait. Elle a dit que les grandes filles ne pleurent pas. Alors j'essaie de ne pas pleurer, mais j'ai vraiment peur. Julien a fermé les yeux. Sa fille de 6 ans, était seule dans une chambre forte, entourée de violence et de chaos, et elle essayait d'être courageuse pour lui. Écoute-moi, Sophie. Il a rendu sa voix aussi douce qu'il le pouvait. Tu es la fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. Tu as fait exactement ce que maman t'a dit de faire. Je suis si fier de toi. Tu es plus que tu ne le sais. Un petit reniflement. Papa, j'ai peur pour maman. Et si le méchant monsieur lui faisait du mal? Il ne le fera pas. Les mots sont sortis comme un serment. Je ne le laisserai pas. Mais vous n'êtes pas là. J'arrive tout de suite, aussi vite que je peux. Julien était déjà en mouvement vers la porte, signalant à ses hommes de suivre. Sophie, je veux que tu restes dans la chambre forte. N'ouvre la porte à personne sauf à moi ou à Claudine, tu comprends? Oui. Verrouille-la de l'intérieur. Il y a un bouton rouge sur le mur. Appuie dessus. Un moment de silence, puis un clic. J'ai appuyé. Bonne fille, même maintenant, reste là, reste silencieuse et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Que vous viendrez toujours. Julien s'est jeté dans la voiture. Je viendrai toujours pour toi, Sophie, et pour ta mère, quoi qu'il arrive. La voix de Sophie s'est adoucie, et pendant un instant, elle a semblé beaucoup plus âgée que 6 ans. Maman a dit que vous deviez être fort aussi, papa. Elle a dit que le monstre devait être fort pour nous. La gorge de Julien s'est serrée autour de quelque chose de pointu et de dentelé. Je le serai. Promis. Je le promets. D'accord. Une pause. Je t'aime, papa. Les mots l'ont frappé comme une balle dans la poitrine. Je t'aime aussi, Sophie, plus que tout au monde. Il a raccroché, la voiture a hurlé hors du quartier de l'entrepôt, les pneus brûlants, l'asphalte mouillé. La mâchoire de Julien était serrée, ses yeux fixés sur la route devant lui. Il a sorti son deuxième téléphone et a composé un numéro. Ici Leroy. Je veux que tous les hommes que nous avons soient mobilisés dans les 30 prochaines minutes. Trouvez Pierre Lefebvre. Trouvez où il l'a emmené. Sa voix a baissé vers quelque chose de froid et d'ancien, la voix du roi de l'ombre. Et préparez-vous à la guerre. L'entrepôt sentait la rouille et la décomposition. J'étais attaché à une chaise métallique, mes poignets liés derrière moi, du sang séché croûtant sur ma lèvre. Une ampoule solitaire oscillait au-dessus de ma tête, projetant des ombres folles sur les murs en béton. L'eau goûtait quelque part dans l'obscurité, marquant le temps comme une horloge brisée. Pierre faisait les 100 pas devant moi. Ses mouvements erratiques, ses yeux brûlants d'un feu qui avait consumé toute la santé mentale qu'il avait pu posséder. Tu sais ce qui est drôle? Il a ri, un son aigu et déséquilibré. Je t'ai aimé en premier, avant même que Julien ne te regarde, avant même qu'il ne connaisse ton nom. Je n'ai rien dit. Je t'ai vu entrer dans ce bar et j'ai pensé, la voilà l'élu, la femme que j'ai attendue toute ma vie. Pierre a arrêté de faire les 100 pas, se tournant pour me faire face. Mais tu ne m'as pas vu. Tu as regardé à travers moi comme si j'étais un meuble. Et puis il est entré et soudain tu n'as plus pu détourner les yeux. Pierre ne... Il a levé un doigt. Ne dis pas mon nom comme si nous étions amis, comme si tu t'étais soucié de moi un jour. J'ai soutenu son regard sans ciller. Tu as raison. Je ne me souciais pas de toi parce que je voyais ce que tu étais, même alors. Une ombre essayant d'être un homme. Un lâche portant un masque de loyauté. La main de Pierre a frappé mon visage. Ma tête a basculé sur le côté. Du sang frais a empli ma bouche, mais j'ai souri. C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? La violence. Parce que tu sais que tu ne seras jamais lui. Tu n'auras jamais ce qu'il a et ça te ronge. Tais-toi! Tu penses que me kidnapper va rendre Julien faible?
J'ai ri, un son dur et défiant. Tu viens de réveiller le vrai monstre, celui qu'il garde enfermé, celui qui va te déchirer. Pierre m'a attrapé la mâchoire, me forçant à le regarder. Il ne viendra pas. Au moment où il saura où tu es, tu seras morte. Et ensuite, j'irai chercher ta petite morveuse. Mon sang s'est glacé, mais je n'ai pas laissé transparaître ma peur. Tu as peur de lui, j'ai dit doucement. Je le vois juste là, derrière la folie. Tu sais ce qui t'attend. La prise de Pierre s'est resserrée douloureusement. Nous verrons qui a peur quand... Son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Et pour la première fois, une vraie peur a traversé son visage. À 20 mètres de là, la voiture de Julien a hurlé à travers les portes du manoir. Le domaine était en ruine. Des fenêtres brisées, des portes arrachées de leurs gonds. Des corps des hommes de pierre jonchaient le sol, fauchés par des gardes qui s'étaient battus jusqu'au dernier souffle. Julien ne s'est pas arrêté pour regarder. Il a couru directement au deuxième étage. Sophie. Il a trouvé la chambre forte, a frappé à la porte en acier. Sophie, c'est papa. Ouvre la porte. Un moment de silence, puis le loquet a cliqué. La porte s'est ouverte, et Sophie s'est jetée dans ses bras. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle s'est juste accrochée à lui avec toute la force que son petit corps possédait, son visage enfoui contre son cou. « Vous êtes venu ?» elle a murmuré. « Je te l'avais dit. » Il l'a tenue longtemps, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant son battement de cœur contre sa poitrine. Sa fille, vivante, en sécurité. Mais Marie était toujours dehors. Claudine est apparue dans l'embrasure, un bandage enroulé autour de sa tête. Derrière elle, des ambulanciers chargeaient Henri sur une civière, inconscient mais respirant. « Il va vivre », a dit Claudine, répondant à la question tacite de Julien. Les médecins sont en route. Julien a hoché la tête. Il a doucement posé Sophie, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Je dois aller chercher maman maintenant. » La lèvre inférieure de Sophie a tremblé, mais elle n'a pas pleuré. « Vous la ramènerez ?» Julien a caressé le visage de sa fille dans ses mains. Des mains qui avaient tué, des mains qui avaient bâti un empire d'ombre. Maintenant, elle berçait la chose la plus précieuse de son monde. « Je te le promets, petite. » Sophie a hoché la tête lentement, puis elle a fait quelque chose qui l'a brisée. Elle s'est penchée en avant et a embrassé sa joue. « Allez sauver maman, papa, j'attendrai juste ici. » Julien s'est levé, son cœur fait de pierre et de feu. Il est sorti du manoir sans se retourner. L'aube se levait quand ils ont trouvé l'entrepôt. Une usine de conditionnement de viande abandonnée à la périphérie de la zone industrielle de Vitrolles. Pierre avait bien choisi. Isolé, oublié, entouré de terrains vagues et de clôtures rouillées. L'endroit parfait pour disparaître. Mais Julien Leroy ne laissait pas les gens disparaître. 30 hommes ont encerclé le bâtiment dans la lumière grise du matin. Des snipers sur les toits adjacents. Des équipes à chaque sortie. Une petite armée assemblée en moins de 3 heures, prête à suivre leur roi en enfer. Julien se tenait devant, son visage sculpté dans la pierre. Ce n'était pas l'homme qui lisait des histoires avant de dormir. Ce n'était pas le père qui apprenait des mouvements d'échec à sa fille. C'était le roi de l'ombre, le cauchemar qui faisait peur aux autres cauchemars de dormir. « Pas de survivants », a-t-il dit doucement, « sauf Pierre. Pierre est à moi. » L'assaut a commencé. Des grenades flash ont brisé des fenêtres. Des portes ont explosé vers l'intérieur. Julien a traversé le chaos comme la mort elle-même. Précis, efficace, imparable. Ces hommes se sont déployés pour engager l'équipe de Pierre, mais il ne s'est pas arrêté pour les aider. Il n'avait qu'une seule cible, moi. Des corps tombaient autour de lui. Des balles sifflaient à ses oreilles. Il a reçu une éraflure à l'épaule, une autre aux côtes. Il n'a pas ralenti. Pièce après pièce, couloir après couloir, suivant la trace de peur que Pierre avait laissée derrière lui. Puis il a entendu ma voix. « Tu manques de temps, Pierre, tu les entends? Ils se rapprochent. »
Julien a défoncé la dernière porte. La pièce était vide, à l'exception d'une chaise, d'une ampoule suspendue et de 2 silhouettes au centre. Pierre se tenait derrière moi, un bras autour de ma gorge, un pistolet pressé contre ma tempe. Ses yeux étaient fous, de la sueur coulant sur son visage, les derniers vestiges de sa raison s'effritant. « Arrête-toi là, le roi! » Julien s'est arrêté. Son arme, elle était levée, visant la tête de Pierre, mais l'angle était mauvais. Tout air risquait de me toucher. « Lâche ton arme! » Pierre a crié. « Lâche-la ou je te fais sauter la cervelle. » Mes yeux ont rencontré ceux de Julien à travers la pièce. J'étais contusionné, ensanglanté, épuisé, mais il n'y avait pas de peur dans mon regard, seulement de la confiance. « Fais-moi confiance, » disaient mes yeux. Je ne suis pas sans défense. « Tu as 3 secondes, » Pierre a hurlé. « 3, 2, » Julien a laissé tomber son arme. Elle a cliqueté contre le sol en béton, le son résonnant dans l'entrepôt. Le visage de Pierre s'est fendu d'un sourire triomphant. Enfin, le grand Julien Leroy mis à genoux par une femme. Il a ri, un rire aigu, instable, ivre de sa victoire perçue. « Je te l'avais dit, Marie, je t'avais dit qu'il ne... » J'ai bougé. 7 ans de survie m'avaient appris des choses. Comment échapper à une prise d'étranglement? Comment utiliser l'élan d'un agresseur contre lui? Comment se battre quand se battre était la seule option? Mon coude s'est enfoncé dans le plexus solaire de Pierre. Alors qu'il se penchait en avant, mon talon s'est écrasé sur son coude de pied. Quand sa prise s'est relâchée, j'ai pivoté, enfonçant mon genou dans son entrejambe avec chaque once de force que je possédais. Le pistolet est tombé de sa main. Julien n'a pas hésité. Il a traversé la distance en 3 enjambées, son poing frappant la mâchoire de Pierre avant que l'homme ne puisse récupérer. Pierre a trébuché en arrière, mais Julien l'a attrapé par la gorge et l'a plaqué contre le mur. « Tu as touché ma famille. » Chaque mot était de la glace et du feu. « Tu as menacé ma fille. Tu as blessé la femme que j'aime. » Pierre a essayé de parler, de supplier, de négocier, mais la prise de Julien s'est resserrée, coupant les mots. Ça se termine maintenant. Un coup final. Propre, précis, définitif. Pierre s'est écroulé au sol et n'a plus bougé. Julien s'est tenu au-dessus de lui pendant un long moment, respirant difficilement, ses jointures fendues et ensanglantées. Puis il s'est tourné. J'étais appuyé contre la chaise, mes jambes me soutenant à peine, mais je souriais, un sourire fatigué, brisé, magnifique. Il a traversé la pièce en 2 pas et m'a serré dans ses bras. Je me suis effondré contre lui. Mes doigts serrant sa chemise, mon visage pressé contre sa poitrine. Il m'a tenu si fort qu'il a eu peur de me briser, mais je le tenais tout aussi fort. « C'est fini », il a murmuré dans mes cheveux. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » J'ai levé les yeux vers lui, des larmes coulant sur mon visage. « Ramène-moi à la maison, Julien. Ramène-moi auprès de notre fille. » Je me suis longtemps posé la question après ça. Avais-je eu raison de fuir? Avais-je vraiment fait le bon choix en l'éloignant de son père? Une part de moi voulait désespérément y croire que j'avais fait le seul sacrifice possible pour son innocence. Mais une autre voix, plus amère, murmurait que je lui avais aussi volé une partie d'elle-même. Cette certitude d'appartenir, cette protection inébranlable qu'il aurait pu lui offrir. Il n'y avait pas de réponse simple, jamais. La maternité, c'était ça. Des choix impossibles, des regrets potentiels, et l'amour, toujours l'amour, comme seule boussole dans le brouillard. 6 mois plus tard, le manoir Leroy s'était transformé. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres qui avaient autrefois été plongées dans l'obscurité. Des rires résonnaient dans des couloirs qui n'avaient connu que le silence, et l'homme qui avait régné depuis les ombres se retrouvait maintenant à vivre dans la lumière. Julien Leroy avait tenu sa promesse. Au cours des mois qui ont suivi cette nuit terrible, il avait systématiquement démantelé les parties les plus sombres de son empire. Les opérations illégales ont été transférées
vendues ou entièrement fermées. Ce qui restait, c'étaient des entreprises légitimes. L'immobilier, des sociétés d'importation, des restaurants, des entreprises qui ne mettraient plus jamais sa famille en danger. Ce n'était pas facile. De vieux alliés sont devenus des ennemis. Certains l'ont traité de faible, d'autres de fou. Mais chaque matin, quand Sophie courait dans ses bras en criant « Papa », Julien savait qu'il avait fait le bon choix. J'étais retourné aux soins infirmiers, travaillant dans une clinique privée à 15 minutes du domaine. Je rentrais à la maison fatigué mais épanoui. Ma passion pour la guérison ravivée après des années en mode survie. Les ombres sous mes yeux s'étaient estompées. Mon sourire venait plus facilement maintenant. Et Sophie s'épanouissait. Elle fréquentait une école privée à proximité, se faisant des amis pour la première fois de sa vie. Elle ne sursautait plus au bruit fort ni ne vérifiait les placards pour des cachettes. Elle était enfin simplement une enfant. Chaque matin, Julien la conduisait lui-même à l'école. La scène était devenue légendaire parmi le personnel. L'homme grand et imposant dans son costume ajusté, marchant main dans la main avec une enfant de 6 ans portant son sac à dos rose vif orné d'une licorne sans la moindre trace de gêne. « Papa, vous écrasez Monsieur Saint-Hilaire », disait Sophie, ajustant le porte-clés licorne en peluche sur son sac. « Mes excuses à Monsieur Saint-Hilaire. » Henri s'était entièrement rétabli. Bien qu'il marchât maintenant avec une légère boiterie, un rappel permanent de la nuit, où il avait failli donner sa vie pour la famille. Il servait toujours de bras droit à Julien. Mais ces jours-ci, ses fonctions impliquaient plus de réunions de conseil que de champs de bataille. Claudine n'avait jamais été aussi heureuse. Elle cuisinait d'énormes repas, s'inquiétait constamment pour Sophie et pleurait au moins une fois par semaine de pure joie. « Cette maison a retrouvé une âme », m'a-t-elle dit un soir. « Vous lui avez rendu son cœur. » Un soir doux de fin de printemps, Julien m'a conduite dans le jardin. Les roses étaient en fleurs, leur parfum emplissait l'air. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres. L'ajout de Sophie insistait pour plus de magie. Une petite table portait 2 verres de vin intacts. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» j'ai demandé en regardant autour de moi. Julien a pris mes mains dans les siennes. « Marie, il y a 7 ans, j'ai acheté quelque chose. J'allais te le donner la nuit où tu as disparu. Je l'ai gardé depuis. Dans un tiroir, attendant un moment qui, je pensais, ne viendrait jamais. » Il a fouillé dans sa poche et en a retiré une petite boîte en velours. Mon souffle s'est coupé. « Je ne suis plus l'homme que j'étais, » Julien a dit doucement. « Je ne suis pas le monstre que tu as fui. Je suis quelque chose de nouveau, quelque chose que Sophie et toi avez fait de moi. Et je veux passer le reste de ma vie à devenir digne de vous deux. » Il a ouvert la boîte, révélant une bague simple, élégante, intemporelle. « Marie, veux-tu... » « Oui, » j'ai dit avant qu'il ne puisse finir, des larmes coulant sur mon visage, des rires bouillonnant à travers mes sanglots. « Oui, 1000 fois oui !» Julien a glissé la bague à mon doigt, et pendant un instant, le monde a retenu son souffle. Puis une petite voix a éclaté derrière les rosiers. « Enfin! Je croyais qu'il n'allait jamais demander. » Sophie est sortie de sa cachette, Claudine juste derrière, toutes deux souriant jusqu'aux oreilles. « Tu savais? » J'ai ri, serrant ma fille dans mes bras. « Papa m'a demandé ma permission d'abord. » Sophie a dit fièrement. « Je lui ai dit qu'il ferait mieux de ne pas se tromper. La vie, c'est ça, non? Une suite de désordres qu'on essaye de remettre en place, des promesses qu'on brise et d'autres qu'on tient, des erreurs dont on apprend, et des miracles qui arrivent quand on s'y attend le moins. Ce n'était pas un conte de fées avec un « ils vécurent heureux » gravé dans le marbre. Non, la vie avec Julien serait toujours compliquée, toujours bordée de la folie de son passé, de la force de son empire. Mais maintenant, nous étions ensemble. Nous étions une famille, et c'était plus que je n'avais jamais osé espérer. Était-ce la bonne décision? Peut-être. Je ne savais pas. Je savais seulement que pour l'instant, c'était notre chemin. Le meilleur que nous puissions bâtir, brique par brique, rire par rire.
Et qui peut demander plus que ça, vraiment?